Hop la miniature. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette 8e vidéo du mois de mars, on va parler d'une photographe qui s'est fait prendre en photo dans la baignoire d'Hitler le jour de son suicide. N'oubliez pas de liker la vidéo, mais aussi de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien et bon visionnage. Lee Miller est née en 1907 dans une famille cultivée et aisée. Et pourtant, elle a eu une adolescence plutôt terrible. Son père, ingénieur et photographe amateur, va la photographier à plusieurs reprises nue à son adolescence. Et comme si ce n'était pas suffisant, elle va également être violée, puis elle va même voir son petit ami de l'époque se noyer sous ses yeux lors d'une balade en barque. Ouais, je vous l'avais dit, une adolescence vraiment horrible. Malgré tout, la jeune femme ne lâche rien et entreprend des études de théâtre et d'art plastique aux Beaux-Arts de Paris en 1925. De retour aux États-Unis en 1927, Lee Miller, alors âgée de 20 ans, va voir sa vie totalement changer. La légende raconte que dans une rue, elle manque de se faire renverser par une voiture et tombe dans les bras d'un homme. Mais cet homme, ce n'est pas n'importe qui. C'est Condé Moroz Nast, le dirigeant du magazine Vogue à l'époque. Vous vous dites certainement que l'histoire est trop belle, voire même tirée d'un film, et pourtant c'est vraiment ce qu'il se serait passé. En la voyant, l'homme tombe sous le charme de Lee Miller et décide même de la faire poser à la une du magazine Vogue en 1927. Elle va ensuite poser pour de nombreux photographes et rapidement devenir une référence de la jeune femme moderne, ainsi qu'une mannequin de grande renommée. Mais n'être qu'une image n'intéresse pas vraiment Lee Miller. Elle aimerait passer de l'autre côté de l'objectif et prendre des photos à son tour. Pour elle, son corps et son visage ne lui appartiennent plus depuis trop longtemps. Elle va donc décider de reprendre le contrôle de tout ça. En 1929, elle retourne à Paris avec une lettre de recommandation destinée à Man Ray, homme qui va devenir son mentor mais aussi son amant. À deux, ils vont photographier le beau monde de l'époque tout en expérimentant chaque jour de nouvelles choses. Miller va même très rapidement collaborer avec Vogue France. Mais Man Ray, qui voit en elle sa muse, commence à la faire poser pour lui et la convainc même de poser nue encore une fois pour elle. Son identité de muse va même se répandre à d'autres artistes, notamment à Picasso qui va la peindre à plusieurs reprises. Elle a même déclaré quelques années plus tard « J'étais très belle, je ressemblais à un ange, mais à l'intérieur j'étais un démon ». Son corps et son visage continuent de lui échapper malgré ses nombreuses tentatives, et nous allons voir comment elle a finalement fini par se retrouver. Pour reprendre le contrôle d'elle-même, la réponse de Lee Miller était toujours la même. Je préfère prendre une photo que d'en être une. En 1932, de retour à New York, la jeune femme ouvre son propre studio photo. La suite va se dérouler dans plusieurs villes et pays différents. Lee Miller va passer par le Caire, où elle va épouser un homme d'affaires sur un coup de tête. Elle va continuer à voyager jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, et là, l'américaine décide de s'établir à Londres. Et dans cette ville, elle trouve d'ailleurs un nouvel amant, le peintre Roland Penrose. Miller va de nouveau collaborer avec Vogue, mais cette fois-ci avec l'édition britannique. Elle va d'ailleurs très vite prendre la tête du service photo, tout en s'adaptant aux contraintes de la guerre qui touchent tous les secteurs. La carrière de Lee Miller va prendre un tout autre tournant en 1942. L'agence Vogue de Londres lui propose de réaliser des reportages photographiques. Le gouvernement britannique a conscience de l'importance de la presse féminine comme moyen de former les civils qui remplacent les hommes partis au front. Elle va donc réaliser différentes séances photos avec des femmes habillées en tenue d'usine. Elle va également documenter le quotidien des civils durant la guerre en mettant en avant la pauvreté, le rationnement et surtout le rôle des femmes en tant que travailleuses et chefs de famille. Un peu plus tard, la photographe va faire une demande particulière à l'armée américaine, celle d'avoir une accréditation comme correspondante de guerre. Chose qu'elle finit par obtenir, ce qui fait d'elle l'une des 5 femmes, oui, j'ai bien dit 5, à avoir exercé ce métier durant la Seconde Guerre mondiale. En 1944, Vogue va lui demander de suivre le débarquement en Normandie, puis ensuite la reconquête de Saint-Malo. Débarquée la veille à Omaha Beach, la photographe se fait transporter jusqu'à Saint-Malo. Et contrairement à ce que disaient les informations en Angleterre, la guerre est encore loin d'être finie. Seule correspondante de guerre sur place, elle va faire un reportage de plusieurs jours sur le siège et la libération de Saint-Malo. Elle va photographier la ville, les bombardements, elle va aussi échanger avec les habitants et elle va même servir d'interprète vu qu'elle parle très bien français. Elle prendra même certaines photos qui se verront confisquées par la censure britannique qui jugeait les clichés trop violents. Lee Miller, en se rappelant de la beauté de Saint-Malo avant la guerre et en voyant les atrocités qui avaient eu lieu, a prononcé les mots suivants: « Je maudis les Allemands ». Peu après la fin des combats, la photographe est assignée à résidence dans un hôtel de Rennes pour avoir dépassé les limites que lui accordait son accréditation. Elle va profiter de ces quelques jours pour écrire un long article pour Vogue. Elle va même y ajouter des photos de guerre. Le périple pour Lee Miller va continuer jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aux côtés des troupes alliées, elle va photographier l'horreur des camps de concentration de Dachau et de Buchenwald. Ces photos montrent les corps sans vie empilés, les ossements, les fours crématoires, mais aussi les visages des Allemands qui ont commis ces crimes. Lorsqu'elle envoie ces clichés à Vogue, elle dit à la rédaction: « Je vous supplie de croire que tout cela est vrai. » Parce que oui, pour les personnes qui n'étaient pas au front, c'était difficile de penser que de telles atrocités pouvaient être commises. Miller va continuer à suivre les troupes en Alsace, puis dans les différentes
différentes villes allemandes jusqu'à la résidence de Hitler à Berlin. Elle va d'ailleurs prendre une photo qui va devenir iconique. Le 30 avril 1945, la BBC annonce la mort d'Hitler. Lee Miller, qui était dans sa résidence, va alors improviser une séance photo dans sa salle de bain. Elle pose nue, le regard vague, dans la baignoire du dictateur. La photo est remplie de symbolique et chaque détail compte. Tout d'abord, le portrait d'Adolf qui est posé sur le coin de la baignoire comme s'il était en train de contempler la scène. Les bottes sales de Lee Miller, encore pleines de poussière du camp de concentration de Dachau, viennent salir le tapis immaculé de la salle de bain. Le tuyau de douche derrière elle est là pour rappeler les méthodes employées par les nazis dans les camps de concentration. De plus, elle prend son bain comme pour se laver de toutes les atrocités qu'elle a pu voir. Alors que Hitler vient tout juste de se donner la mort, Lee Miller l'enterre avec une ultime provocation. Ce voyage qui aurait duré presque 2 ans entre 1944 et 1945 marquera pour toujours Lee Miller. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle est devenue après la guerre ? Ce voyage rempli d'horreur laissera des séquelles à Lee Miller. Probablement atteinte par un stress post-traumatique d'après-guerre, les atrocités dont elle fut témoin en France et en Allemagne la hantent jour et nuit et vont la faire sombrer dans la dépression et l'alcoolisme. Après un certain temps, elle va finalement s'installer dans la campagne anglaise avec le peintre Roland Penrose. Mais cette vie bien rangée ne lui correspond pas particulièrement. Elle va mettre à profit ses cours pris au Cordon Bleu de Paris, qui est quand même le meilleur institut de formation culinaire en France. Et là, Lee Miller commence une nouvelle vie. Elle se met derrière les fourneaux et elle va s'inspirer du surréalisme de Penrose pour expérimenter de nouvelles créations culinaires. On retrouve du poulet vert, des spaghettis bleus ou encore de la glace au marshmallow et au Coca-Cola. Ces créations vont se multiplier pour régaler les convives qui viennent passer le week-end chez elle. Elle finira sa vie en 1977 dans cette ferme en pleine campagne d'Angleterre entre ses casseroles et ses nombreuses archives photographiques. Aujourd'hui, les lieux peuvent encore se visiter. Il y a même des ateliers de cuisine reprenant les recettes étonnantes de Lee Miller. Tout ça est organisé par son fils Anthony Penrose. C'est pour lui une façon de faire vivre l'héritage de cette grande dame aux 1000 vies. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et que vous avez appris plein de choses sur Lee Miller si vous ne la connaissiez pas encore. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Et je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo découverte. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!